Félix Houphouët-Boigny ou l'histoire d'une vie consacrée à la promotion et au renforcement de la paix dans son pays, mais également en Afrique et dans le monde. L'eau qui tombe goutte à goutte perce le plus dur rocher. C'est en 1989, sous le couvert d'une résolution parrainée par 120 pays et adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO, que le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est créé. Un hommage que lui rend l'UNESCO, l'institution internationale. Il y a deux grands personnages au monde qui n'ont jamais écrit, qui ne diraient même pas un mot, mais une seule lettre, mais qui sont cependant les plus lus dans le monde, Mahomet et Jésus-Christ. Sa signature, la quête perpétuelle du dialogue devant toutes les contingences existentielles, sujets à conflit, peu importe la couleur de la peau, l'expression de la foi. Nous ne comprenons pas quand il s'agit de l'Afrique. Dès qu'on engage un dialogue, on veut les résultats immédiats. Il faut donc engager le dialogue, comprendre la nécessité de mettre fin à cet apartheid qui nous révolte tous. Une signature incontestée et incontestable qui finira par se muer en un prix, le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Bénéficiaires de ce prix, plusieurs présidents et hommes d'État, François Hollande, Nelson Mandela, Frédéric de Klerk, Yitzhak Rabin, Jimmy Carter et Barack Obama, ex-président américain, le roi Juan Carlos d'Espagne. Le lauréat 2017 se nomme Giuseppina Nicolini, maire de la ville de Lampedusa en Italie, ainsi que l'organisation non gouvernementale SOS Méditerranée France. Une reconnaissance, fruit de leur acharnement à tenter de sauver d'une mort certaine et d'une mer furieuse des milliers de candidats à l'immigration clandestine. Des migrants prêts à tenter le tout pour le tout, le paradis n'est certes pas de l'autre côté de la rive. Dans cette désolation, SOS Méditerranée, l'ONG tente de redonner de l'espoir à ceux qui rêvent d'une vie meilleure sous d'autres cieux, au mépris du prix de leur vie et de celui de leurs enfants. Plusieurs morts occasionnés par 15 accidents de la circulation pour ce premier semestre de l'année 2017 dans la seule ville de Katiola. Pour Lozère, l'Office de la sécurité routière, il est utile et nécessaire d'agir promptement. Une formation a donc été initiée au profit des automobilistes de la ville afin de baisser le taux d'accident de la route et leurs conséquences. Éviter les surcharges, les excès de vitesse et respecter les panneaux de signalisation, entre autres, des comportements responsables à adopter au volant. Les participants se sont vus enrichis au terme de la rencontre. Le conférencier, n'est-ce pas, nous a démontré à travers son exposé effectivement que les engins en deux roues peuvent entraîner, n'est-ce pas, des dangers et occasionner beaucoup de victimes. Donc pour éviter tout ceci, il nous a prodigué de nombreux conseils. Pour le conférencier et représentant des Lozère, la route ne tue pas. Ce sont les usagers qui s'exposent à la mort. L'heure est donc à la sensibilisation et à la formation, après quoi viendra la répression. C'est grâce à une information des populations du village de Kouadiou-Tiengro que la gendarmerie de Dimokro a mis la main sur Diara Drissa et Manu Kanou. Les deux pêcheurs Bozo avaient comme arsenal des fusils, 90 munitions, un chargeur FSA, une jumelle et divers autres accessoires, dont des amulettes et des gris-gris. La saisie a eu lieu le 10 juin dernier, suivie d'une opération de ratissage le lendemain, laquelle a permis aux éléments du capitaine Agoudou de la gendarmerie, selon ses dires, de découvrir que les deux individus détenaient également un véhicule 4x4 appartenant à leurs complices. Déférés devant le parquet, ils ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs et de détention illégale d'armes par le tribunal correctionnel de Dimokro en son audience du 21 juin 2017. Les deux individus écopent chacun d'une peine de 5 ans d'emprisonnement ferme. Leur complice, lui, court toujours. Décryptage des couleurs du drapeau ivoirien, slam, poésie et sketch pour présenter un concept littéraire, philosophique, social et linguistique, l'ivoironie, un tout culturel selon son inventeur. L'ivoironie n'est pas une langue. L'ivoironie est le règne d'une mentalité, est l'expansion d'un état d'esprit se rapportant à la Côte d'Ivoire
et à l'Ivoirien. Et l'Ivoironie, c'est un coffret, un kit, un package de tout ce qui valorise la Côte d'Ivoire et l'Ivoirien. Au total, l'Ivoironie, un canal de promotion du patrimoine culturel ivoirien. Il est issu de diversités culturelles telles le nouchi et est empreint de symboles et icônes du sport et de l'art culturel. Ce concept se veut également un facteur de rapprochement et de réconciliation sur lequel pourrait s'appuyer le programme d'émergence de la Côte d'Ivoire, car, ajoute Emmanuel Tobi, c'est aussi un label économique. L'apport réel de l'Ivoironie à l'émergence, c'est d'abord sa capacité à nous unir, nous, Ivoiriens et Ivoiriennes, autour des valeurs que nous avons en commun. Parce que cette émergence économique a besoin d'un consensus social. L'Ivoironie, donc, pour qu'au milieu de nos différences, nous soyons d'accord sur ce qui ne nous différencie pas. Ce qui ne nous différencie pas, c'est le Nopoku, c'est le Houphouët-Boigny, c'est le troisième pot, c'est Drogba Didier, c'est les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est orange, blanc, vert. Pour l'heure, l'Ivoironie, c'est un manifeste de 22 pages. Il sera édité sous forme de livre de poche. Dans cette petite entreprise de livraison de repas à Dakar, c'est l'heure des comptes pour Mariem Assietou Diagne. Depuis quelques mois, fini le papier, cette commerçante utilise Weebie, une application de comptabilité lancée en 2015. Pour tirer les factures, avant on utilisait des facturiers, ça prenait beaucoup de temps, on utilisait beaucoup de papier et tout, et financièrement aussi, c'était pas ça. Mais depuis qu'on a commencé à utiliser la tablette, ça nous simplifie le travail. Ça nous permet aussi de faire un suivi client, de savoir les clients qui sont réguliers, le nombre de commandes et aussi combien de plats on sort par jour. Au Sénégal, les commerçants de proximité utilisent toujours des facturiers et cahiers clients manuscrits, mais le numérique gagne du terrain. Plusieurs compagnies proposent des solutions digitales. Cette application peut s'acheter seule ou avec une tablette et une mini-imprimante pour environ 200 €. C'est un robot qui vous permet d'analyser et de sauvegarder vos données en temps réel. Le mot-clé, la simplicité d'utilisation. La tablette Somme-Tout va même jusqu'à n'utiliser que des images et aucun texte. On a des niveaux d'éducation qui sont assez hétérogènes dans le secteur, donc on a pris le pari de faire un outil qui est sans texte, basé uniquement sur la voix et la reconnaissance vocale, ce qui permet à une cible qui peut être illettrée et qui peut être très diplômée d'utiliser notre appareil sans problème. Weebie et Somme-Tout comptent à eux deux pour l'instant environ 150 utilisateurs. Un marché balbutiant, mais dont le potentiel est considérable. Au Sénégal, la moitié des commerces sont des entreprises individuelles. 26 juin 1945, les représentants de 51 pays adoptent la charte de l'ONU à la conférence de San Francisco. La Charte des Nations Unies, parfois appelée Charte de San Francisco, est le traité qui définit les buts et les principes de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que la composition, la mission et les pouvoirs de ses organes exécutifs, le Conseil de sécurité, délibératif, l'Assemblée générale, judiciaire, la Cour internationale de justice et administratif, le Conseil économique et social, le Conseil de tutelle et le secrétariat général. Elle a été adoptée à la fin de la conférence de San Francisco le 26 juin 1945. La charte est le fruit d'un long processus dont les prémices se trouvent dans les divers traités internationaux, notamment en matière de droit de la guerre, de droit maritime et des frontières, et de droit international signé à la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, actant l'échec de la Société des Nations, créée en 1919. Elle fait suite à plusieurs traités et déclarations plus ou moins formelles publiés entre 1941 et 1944 entre les alliés de la Seconde Guerre mondiale. La conférence de San Francisco, débutée le 25 avril 1945, réunit 850 délégués, plus environ 2500 conseillers de 51 États. Repartis en 4 commissions et 12 comités techniques chargés de préparer le texte qui serait débattu à la fin de la conférence lors des assemblées plénières. Les 2 principaux textes à la base de ces travaux sont ceux des conférences de Durban, Ox et de Yalta. Ces travaux débouchent sur un texte approuvé en séance plénière le 26 juin et signé par 50 des 51 Nations Unies.
Le dernier membre, la Pologne, n'ayant pas à cette date de gouvernement constitué qui puisse ratifier le texte. Ce traité fut promulgué sous le nom de la Charte des Nations Unies. La ratification définitive eut lieu le 24 octobre 1945.